Un petit point sur la situation de l'emploi et du marché du travail dans le Var, qui permet aussi de faire un point sur la situation économique. Ça va permettre de regrouper les deux. Alors, quelle est la situation des chiffres de l'emploi dans le département? Déjà, les chiffres ont été communiqués au niveau national comme au niveau régional. Vous notez que, s'agissant du Var, nous avons actuellement, sur le dernier mois, qui est donc le mois d'octobre, le dernier mois disponible, une augmentation de plus 0,6%, c'est-à-dire 346 demandeurs d'emploi en plus, alors que la tendance n'est pas la même. En PACA, c'est moins 0,4 et moins 0,6 dans la France métropolitaine. Notons simplement que si on regarde le département qui est le plus proche de nous, non seulement géographiquement, mais en termes de structure économique, je veux parler des Alpes-Maritimes, son augmentation est à 0,7. Ce qui veut dire que sur une année, la progression aura été dans le département à ce jour de 7,7% contre 6,4% en PACA et 6% en France métropolitaine. Alors, il faut maintenant regarder un peu ce qu'il en est de cette situation. D'abord, je relève, premier point, que le taux de chômage dans le Var est de 11,5 aujourd'hui, et qu'en PACA, il est de 11,9, et que dans la France métropolitaine, il est de 10,5. C'est-à-dire que si je compare par rapport à la situation d'il y a un an, on reste en gros sur les mêmes proportions. Avec une légère évolution quand même négative, puisque sur un an, le Var a augmenté de 0,4, PACA de 0,6 et la France de 0,7. Mais on voit qu'on a moins augmenté que les autres. Qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'on en observe en réalité actuellement? C'est que pour le mois d'octobre, et ça n'est qu'un frémissement, je suis prudent sur l'interprétation, on a un ralentissement, un effet de ralentissement de la hausse qu'on connaît depuis un an, et depuis plus d'un an. Ce ralentissement fait que on a actuellement, par rapport à la même époque de l'année dernière, en fait, une baisse de 1,5 à peu près de la progression, de l'augmentation de la courbe du chômage. Donc, tout ça, je veux dire, montre bien qu'on n'est pas encore dans la phase, pas plus qu'au niveau national, au niveau local, dans la phase d'inversion de la courbe du chômage. On est dans une phase de ralentissement de la progression, ce qui est une nuance par rapport à l'inversion. Quels sont les secteurs sur lesquels nous avons une situation qui est favorable et les secteurs sur lesquels on a une situation défavorable? Sur les secteurs sur lesquels on a une situation favorable, et si je porte un jugement global, plus les secteurs sont des secteurs d'activité à haute technicité, plus l'emploi est préservé ou est en augmentation. C'est-à-dire tout ce qui relève des activités industrielles, et notamment d'industriels de haut niveau. Tout ce qui relève des activités scientifiques et techniques, tout ça est en progression. Les secteurs qui connaissent des difficultés, en allant de ceux qui en ont le plus vers ceux qui en ont le moins, pas de surprise, c'est toujours le bâtiment et les travaux publics qui se révèlent comme étant un secteur en situation difficile. Et là, en termes de chiffre d'affaires, je ne parle plus en termes d'emploi, on assiste à une dégradation progressive du chiffre d'affaires, puisque sur la construction, on est à moins 3,9 au mois d'octobre sur le chiffre d'affaires. Le deuxième secteur sur lequel on a une évolution, et c'est un peu le corollaire, une évolution négative, c'est l'immobilier, puisque là aussi on est à moins de 2%. Sur la restauration, l'hôtellerie-restauration, moins de 2,8%. Et enfin, sur les transports, moins de 2,7%. Donc toutes les activités
qui sont un peu les piliers de l'activité traditionnelle de ce département, je veux parler du BTP et de l'hôtellerie-restauration, connaissent un ralentissement de leur chiffre d'affaires dans la situation actuelle par rapport à la même époque l'année dernière. Il faut néanmoins insister sur le fait que c'est essentiellement sur le bâtiment et les travaux publics que s'enregistrent les plus grandes difficultés. Ce que l'on observe aussi, c'est que lorsqu'on fait maintenant des enquêtes de conjoncture, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de regarder les chiffres, mais qu'on questionne les chefs d'entreprise. L'évaluation des chefs d'entreprise est de dire que les prévisions sont plutôt favorables. Moi, à l'heure actuelle, j'ai entrepris une visite assez systématique d'entreprises dans le département. Ça me permet de faire un peu le point sur les difficultés qu'elles rencontrent, soit sur le plan financier, soit sur le plan de la formation ou de l'emploi. Je me rends compte que finalement on a un effet aujourd'hui de stabilisation du ralentissement et donc une meilleure lisibilité, là aussi un frémissement de la conjoncture économique qui est plutôt favorable à l'ensemble des entreprises. Il faut être prudent parce que les carnets de commandes ne sont pas d'une grande lisibilité à moyen et à long terme, c'est une visibilité courte, donc on est bien sur une problématique de ralentissement de la crise, mais on n'est pas sur, là non plus, une inversion complète. Notons que les chiffres de la consommation sont plutôt bons, même si, mais il y a une explication à cela, même si la consommation est en diminution par rapport à la même époque de l'année dernière, mais ça tient essentiellement aux conditions climatiques. C'est-à-dire, ça tient en fait à la baisse de la consommation de fioul, pour une large part, due au fait que nous avons une arrière-saison particulièrement douce, et du coup, la consommation par les ménages et les entreprises a baissé dans le domaine des carburants. Donc voilà quelle est la situation. Donc c'est essentiellement, je l'ai dit, c'est l'énergie. Dernier point, parce que c'est un autre indicateur, c'est sur les recettes fiscales. On a, par rapport à la même époque l'année dernière, là aussi une stabilité des encaissements de TVA. On est à peu près au même niveau que l'année dernière. Alors ce qui est intéressant aussi de noter, c'est de voir ce qu'il en est des situations géographiques dans le secteur de l'emploi. Les secteurs comme Toulon et Fréjus ont plutôt un accroissement de leur embauche. On a une situation par contre beaucoup plus préoccupante sur Draguignan et une situation un peu, que j'estime moyenne sur Brignoles, puisqu'elle ne se distingue pas ni à la hausse ni à la baisse par rapport aux autres, puisque là, selon les secteurs, on a une relative stabilité en fait de l'embauche et de l'activité. Voilà sur les dispositifs. Alors, ce que je voulais dire, c'est ce qu'il en est maintenant des dispositifs que nous avons mis en œuvre sur ces différents sujets. Et on va commencer, si vous voulez bien, par le plus emblématique d'entre eux, puisque c'est là-dessus qu'on a quand même beaucoup travaillé, et c'est la priorité du gouvernement. Je veux parler des emplois jeunes. Alors, en ce qui concerne les emplois jeunes, les emplois d'avenir, l'emploi des jeunes dans les emplois d'avenir, on va y arriver. Sur les emplois d'avenir, bon, les dernières statistiques font apparaître un taux de réalisation qui nous met maintenant à près de 120% de l'enveloppe, 118%. 118% de l'enveloppe, bon, c'est un très bon résultat. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui 1400 jeunes dans ce département qui sont en emploi d'avenir. Ça se répartit comment? 60%, pour prendre des chiffres simples et arrondis, 60% des 1400 sont sur le secteur associatif, 20% sur le secteur collectivité locale, et les 20% restants, c'est 18% en réalité, parce que j'ai arrondi les deux premiers, sont sur le secteur marchand. Qu'est-ce qu'il en est maintenant des évolutions et quelle est la préoccupation maintenant du moment?
c'est que tout simplement, sur la situation des emplois d'avenir, ma priorité des priorités, et c'était l'objet de la réunion que nous avons eue cet après-midi avec l'ensemble du partenariat, c'est d'amener les jeunes vers des formations qualifiantes. Si je reprends un petit peu les chiffres que je viens de vous décrire, d'abord nous avons 57% de ces emplois jeunes qui sont des jeunes filles ou des jeunes femmes, 43% bien évidemment sont plutôt des hommes. Si j'ai dit ce qu'il en est des employeurs, si on regarde les secteurs d'activité, il y en a quand même beaucoup qui sont d'abord sur des activités de service, garde d'enfants, activités sociales, mais aussi des activités de service dans le domaine d'entretien des espaces, etc. Et puis, finalement, assez peu, si vous voulez, sur des métiers qui seraient immédiatement qualifiés. D'autre part, si on regarde le chiffre, le nombre d'emplois jeunes qui sont sur des formations, il y en a 11% d'entre eux qui sont sur des formations. Non, il y en a 11% qui sont sur des formations, ce qui est relativement peu, et sur ces 11%, il y en a quand même près de la moitié qui sont sur des formations d'adaptation à l'emploi. C'est-à-dire tout simplement qu'ils apprennent. 11% des 1400 Non, des 10%. Dans les J'ai 10%, pour simplifier les choses, sur 1400, c'est-à-dire 140 qui sont en formation, et sur ces 140 qui sont en formation, il y en a la moitié, 70, qui sont en formation d'adaptation à l'emploi. Donc il m'en reste 70 qui sont actuellement sur des formations qualifiantes, mais rapporté au total, c'est relativement peu. J'ai donc donné pour instruction au service de faire passer ce chiffre d'ici le mois de mars prochain à 50% des 1400. 50% des 1400, ça suppose une méthodologie, ça suppose beaucoup de détermination. Alors quel est le dispositif? Il y a un groupe de travail qui, à ma demande, pilote le dispositif. Nous venons de reparler de cela. Le dispositif est, je lui assigne une méthode relativement simple et qui est la suivante, qui est d'abord de regarder quel est le niveau de formation de tous ces jeunes. Donc de faire, avec les missions locales, une identification du niveau de formation. Ça ne vous surprendra pas, ces jeunes étant en situation d'échec scolaire, un niveau de formation pour la plupart, et ou de difficulté d'accès à l'emploi, leur niveau, si vous voulez, de formation est à un niveau très très qualifié, ni qualifiant. C'était une condition pour accéder de toute façon à l'emploi d'avenir. On est à des 5 et en dessous de 5. Les dérogations que nous avons eu à donner sont extrêmement peu nombreuses. Elles n'ont pas porté sur plus d'une vingtaine d'emplois de jeunes originaires des US, puisque vous vous souvenez qu'on avait la possibilité de prendre des emplois qualifiés, plus qualifiés, originaires des US. De toute manière, j'ai donné comme orientation au service que ce dispositif de jeunes originaires des US qualifiés soit plus particulièrement orienté vers les emplois d'avenir marchands, c'est-à-dire ceux qui se situent dans le secteur privé. Pourquoi? Parce que bien évidemment, comme ils sont qualifiés, ils ont un niveau d'employabilité qui est quand même supérieur aux autres. Donc, il est plus facile pour eux d'aller directement vers le privé. Et puis, il me semble que c'est quand même l'occasion justement de répondre à la commande étant que ces jeunes qui sont qualifiés à la recherche d'emploi dans les zones urbaines souffraient un peu d'une espèce de discrimination sociale qui les empêchait d'accéder à l'emploi. Donc en favorisant ce dispositif pour ces jeunes, je réponds à la demande. Sur l'aspect formation, la méthode est la suivante. Donc d'abord, identification des niveaux de formation. Je rappelle que les niveaux sont à 5 ou en dessous. Et que l'objectif, c'est de les amener à 4, si vous voulez avoir une formation qualifiante et diplômante. C'est pour cela que les contrats sont signés pour des périodes allant jusqu'à 3 ans, et que, à l'heure actuelle, nous avons quand même 70% des contrats signés qui sont des contrats d'1 an. Or, pour certains, les 1 an se sont déjà écoulés. Bien. Donc, si on veut répondre à la demande, il faut avoir, c'est pour d'où ma demande, si on veut répondre à la commande, qui est quand même d'aller aboutir à des formations qualifiantes, il faut maintenant renforcer et accélérer le dispositif d'accès à la formation. Donc, identification du niveau, identification des appétences, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent faire, et puis ensuite identification de ce qu'ils peuvent faire.
car il y a une marge entre les deux. Et ça, c'est le rôle des missions locales, que sur la base de diagnostics individuels, on puisse voir ce qu'il en est entre « je souhaite » et « je peux ». Vous voyez qu'il y a une différence entre les deux. On a tous rêvé un jour d'avoir un autre métier que le nôtre. Hein, et après, vous avez les dures réalités de la vie qui fait que, notamment, hormis quelques chanceux, on fait autre chose et on ajuste le tir. Et je pense que dans la démarche, il y a justement comment ajuster le tir, sans bien évidemment démotiver ces jeunes et leur faire perdre leur enthousiasme. Sur ensuite les formations, inévitablement nous aboutissons sur des cohortes de formation, puisqu'il est à un moment donné on va se retrouver avec un niveau de demande qui ne sera pas forcément disponible sur le marché, en tous les cas à titre individuel. Donc il faut générer des cohortes de formation, c'est-à-dire des jeunes qui, par paquet, ont envie d'aller dans un dispositif de formation. Parce qu'on ne peut pas créer... Dans certains cas, on aura des réponses individuelles, mais dans la plupart des cas, on ne les aura pas. Et donc c'est la création d'une cohorte qui permettra de donner une réponse adaptée. Alors on travaille déjà sur ce dispositif. J'ai simplement demandé tout à l'heure au partenariat que ce dispositif soit opérationnel au 1er janvier. Donc les cohortes partiront en formation en alternance, c'est des formations en alternance, par rapport à l'employeur, partiront en formation, les premières, certains y sont déjà, puisqu'il y en a quand même dans les 10%, je vous l'ai dit, mais l'ensemble va partir par tranche de 10% jusqu'à arriver à 50% au mois de mars, va rentrer donc dans le dispositif de formation. C'est l'objectif que j'ai assigné à l'ensemble des services et du partenariat qui travaillent sur le sujet. Donc voilà pour les emplois d'avenir. Je ne connais pas les objectifs que m'assignera le gouvernement pour l'année 2014. La seule chose que je sache, c'est l'annonce qu'a faite le ministre, qui est de dire que nous aurons une enveloppe globale en accroissement pour l'année 2014 de 50%. Donc après, il suffit de faire le rapport et on retrouve à peu près le chiffre qui sera imparti au département du Var, donc je vois à peu près ce que j'aurai à faire l'année prochaine. Voilà sur les emplois d'avenir, les emplois d'avenir, ce que j'avais à dire. Deuxième sujet, là aussi, de préoccupation. Alors, excusez-moi, sur les emplois d'avenir, il y a aussi une vigilance à avoir que j'aurai avec les différents partenaires. C'est celui aussi de la progression et du maintien des places en matière d'apprentissage. C'est-à-dire que nous avons à faire coexister deux dispositifs, un dispositif d'emploi d'avenir qui est une formation, et puis un dispositif d'apprentissage qui est une formation qualifiante, qui elle est de droit commun. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas un effet de transfert entre les emplois d'avenir du secteur marchand, enfin d'inversion de transfert entre les emplois du secteur marchand et les emplois et les contrats d'apprentissage. Donc en lien avec la Chambre des métiers, je suis en train de regarder justement comment s'assurer que les dispositifs soient bien au même niveau. Pour l'instant, on avance en parallèle, il n'y a pas d'effet de substitution l'un à l'autre, mais il faut être extrêmement vigilant sur ce sujet, puisqu'on est toujours avec le risque, compte tenu du bon niveau de rémunération des emplois d'avenir, toujours avec le risque d'avoir un effet de transfert entre les deux. Sur l'emploi des seniors, la situation actuelle ne me paraît pas satisfaisante, puisque sur les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans, on a augmenté de 0,3%, alors qu'on est à moins 0,3% au niveau de PACA. À 1,7 quand même pour activiser les choses dans les Alpes-Maritimes. Donc là aussi, il est nécessaire de renforcer notre action sur les contrats de génération. Or, sur les contrats de génération, dont je rappelle simplement que c'est un dispositif de tutorat des personnes âgées et par rapport à des jeunes demandeurs d'emploi. Sur ce dispositif, nous avons, en termes de quantitatif, en termes de réponse, un dispositif qui est relativement
relativement faible. D'abord au niveau national, il y a 15 000 emplois qui ont été signés, et dans le Var, au mois de novembre, j'en étais à 188 contrats de génération, ce qui fait que j'ai encore là une marge de progression. Donc les objectifs que j'ai assignés au service, et c'est en cours, c'est là aussi de renforcer le dispositif sur les contrats de génération. Alors entendons-nous bien, les contrats de génération supposent quand même un tutorat dans l'entreprise qui, on le voit, est assez mal adapté à la problématique d'entreprises de faible taille que nous avons dans le département. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entreprises unipersonnelles, qu'on a beaucoup d'entreprises avec un faible nombre de salariés, hein, c'est des TPE comme on dit. Bien évidemment, les phénomènes de tutorat ont moins d'opportunités que dans des grandes unités où effectivement vous avez des chances de trouver un tuteur et un jeune qui sont multipliés en fonction de la taille et de l'effectif. Bon, malgré tout, je ne me contente pas de rester à mes 188 et je m'assigne pour objectif d'amplifier le dispositif. Voilà ce que je voulais vous dire. Dernier point, peut-être avant de répondre à vos questions, sur les CUI, CAE et les CUI, CIE. Là-dessus, notre taux de réalisation est de 89% pour la première catégorie et de 85% pour la deuxième. Donc nous situons un niveau de réalisation tout à fait intéressant, avec sur les CAE des relations assez constructives avec le Conseil général, et notamment sur la possibilité de faire bénéficier les bénéficiaires du RSA de ce dispositif. Voilà quelle est la situation de l'emploi. Alors, sur la situation économique des différents secteurs, j'ai parlé des actions en matière d'emploi, sur la situation économique des différents secteurs. Je dois avoir, à une date qui reste encore à déterminer, une nouvelle rencontre avec la Fédération du BTP, étant entendu que 2-3 sujets seront importants à voir avec eux. C'est d'abord les modalités de mise en œuvre des suites des assises du logement social, puisque là aussi on a avancé sur le dispositif, et pour voir ce qu'il en est de la programmation de logements sociaux sur l'année 2014 et sur la mobilisation des crédits et comment ils peuvent se positionner par rapport à ce dispositif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel nous avons travaillé et nous avons avancé avec la Fédération du BTP, c'est sur la sécurisation des documents d'urbanisme dans les collectivités locales, de manière à favoriser, si vous voulez, une meilleure visibilité de la constructibilité. Alors ça sera pas d'effet immédiat. Le dernier point, c'est sur la commande publique. Pardon, c'est l'avant-dernier point, c'est sur la commande publique. Sur la commande publique, je vous donne l'information. J'organiserai, mais après les élections municipales, parce que la commande publique en période électorale est toujours un sujet qui est un peu tabou et qui est un peu verrouillé. Mais au moment où les nouveaux conseils municipaux, donc au mois d'avril, vont travailler sur leur budget, j'organiserai ce que j'ai appelé les assises de la commande publique. Je me suis rendu compte que les collectivités locales, c'est-à-dire les donneurs d'ordre, comme les bénéficiaires, c'est-à-dire les entrepreneurs locaux, avaient des difficultés à faire évoluer la commande publique. Or, cette commande publique, elle peut évoluer dans deux sens. D'abord sur l'offre de commande publique et ensuite sur les réponses à l'offre. Sur l'offre, il est tout à fait légal et admis par la réglementation communautaire comme nationale que les marchés publics soient assortis de clauses sociales ou environnementales. Ces clauses sociales ou environnementales sont insuffisamment connues par les services techniques des collectivités locales qui n'y ont encore faiblement recours. Seules les plus importantes d'entre elles et les plus regroupées d'entre elles y ont recours. Or, ces clauses sociales et environnementales, c'est celles qui permettent d'éliminer dans les marchés publics des entreprises qui précisément ne respecteraient pas certaines normes en matière sociale ou en matière environnementale.
Et je vous fais pas un dessin sur les normes en matière sociale, donc ça éliminerait, si vous voulez, du dispositif tout ce qui est la concurrence d'origine étrangère, jouant sur des différences de charges sociales, je parle bien de l'extra-européenne, entendons-nous bien, sur des différences de charges sociales ou fiscales. Ensuite, le deuxième aspect, c'est la cause environnementale. C'est un peu le même, c'est-à-dire la possibilité pour ces collectivités d'émettre des marchés qui privilégient donc des clauses environnementales où les méthodes de travaux ou la finalité des travaux privilégierait justement le respect de l'environnement. Par exemple, des travaux sur des logements, sur des logements sociaux, peuvent être assortis de causes environnementales majeures en termes d'émissions de CO2, c'est-à-dire de l'isolation des bâtiments, consommation d'énergie, etc. Ça suppose de l'autre côté qu'en termes de réponse, nos entreprises se soient adaptées sur cette commande. C'est-à-dire soient aptes à avoir soit en termes de métier et de formation les réponses pour accéder à ces marchés, parce que faire des marchés de mise aux normes environnementales des logements ou des logements sociaux suppose que dans les entreprises, on soit capable de répondre à la commande. Donc il y a une adaptation aussi au dispositif. Et puis, autre aspect, ça peut être aussi sur des engagements de la part de certaines entreprises sur le recours à la sous-traitance, etc. Ça m'amène à parler d'un cas particulier qui est la directive détachement, dont on parle beaucoup en ce moment. Directive détachement sur lequel j'ai demandé à mes services de me faire le point pour le département du Var, pour savoir dans quelle mesure les entreprises ont ou non recours à la directive détachement, qui est la directive qui autorise, si vous voulez, à recruter dans l'entreprise des ressortissants originaires d'autres États membres de l'Union européenne qui sont en situation d'adhésion totale. Or, l'année prochaine, nous allons avoir 2 pays nouveaux qui vont rentrer dans l'Union européenne à temps plein, qui sont la Roumanie et la Bulgarie, et nous savons déjà que nous avons des détachements en provenance de Pologne, etc., qui travaillent déjà sur le marché local, notamment dans le secteur du BTP. Donc, sur ce sujet, je lance une étude et j'organiserai donc à l'horizon du mois de mars des assises de la commande publique qui permettront de regarder quels sont les enjeux, aussi bien pour les collectivités locales que pour les entreprises, en termes de, non pas protection, il ne s'agit pas de faire du protectionnisme, mais en termes d'amélioration de la situation de la commande publique dans le département, notamment, bien évidemment, c'est orienté principalement sur le BTP, mais pas exclusivement. Ça peut être aussi sur d'autres secteurs, sur le transport, etc. Voilà quel est le dispositif sur la situation du BTP, puisque c'est quand même celle-ci, vous l'avez noté dans la présentation de conjoncture que j'ai faite, qui est quand même la plus préoccupante.